Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une date qui arrive très très vite, 2026. Bonjour. Une échéance qui, à première vue, n'a rien de spécial, mais qui pourrait être un vrai point de bascule. Absolument. On a sur la table une analyse passionnante qui s'appelle Le choc des géants, l'ordre mondial à l'aube de 2026. Oui, une publication qui vient du laboratoire d'analyse des discours contemporains, édité par Pierre Frazé. Exactement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer ensemble ce que le document décrit, non pas comme une simple lutte de pouvoir, mais, et je cite, comme une recomposition structurelle de l'ordre mondial. C'est ça le point de départ. L'idée centrale, c'est que l'ordre international libéral, celui qu'on a connu depuis des décennies, qu'on croyait stable, on le pensait presque définitif, voilà, eh bien il ne fonctionne tout simplement plus comme un cadre régulateur. C'est fini. On est entré dans une nouvelle ère et le texte utilise une formule très forte, celle de la conflictualité organisée. Conflictualité organisée, ça sonne presque comme un oxymore. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on se fait la guerre, mais poliment? C'est un peu plus subtil. Ça veut dire que l'interdépendance économique, qu'on nous a longtemps présentée comme le meilleur remède à la guerre, L'idée que si on commerce ensemble, on n'a pas intérêt à se battre. c'est ça. Eh bien, cette interdépendance est devenue une arme. Les liens qui nous unissaient sont devenus des leviers de pression. Pensez aux semi-conducteurs. Ah oui. Bloquer l'accès aux puces les plus avancées, ce n'est plus une décision commerciale, c'est un acte géopolitique majeur. Ça peut paralyser une économie. C'est ça la conflictualité organisée à MEU. Utiliser l'économie, la technologie, le droit comme des armes. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Alors allons-y, plongeons dans cette rivalité. L'analyse dit bien que ce n'est pas un remake de la guerre froide. D'un côté, Washington, leur but, c'est pas juste de rester numéro un. Non, c'est plus que ça. La formule est forte, au gant d'aimant. Ils veulent verrouiller l'avenir. Derrière ça, on sent ce que le texte appelle une profonde inquiétude stratégique. Ce n'est pas une position de force tranquille, en fait. Non, c'est presque une posture défensive face à la montée de Pékin. Et cette inquiétude, elle façonne toute leur stratégie. En face, l'approche chinoise est radicalement différente. Comment ça? Pékin ne cherche pas à copier le modèle occidental. L'idée, c'est de proposer ce que l'analyse appelle une alternative fonctionnelle. Alternative fonctionnelle, encore une expression à décoder. Ça veut dire que leur modèle serait plus efficace ou c'est une façon polie de parler de leur système autoritaire? Ça veut surtout dire qu'il est plus souple, plus transactionnel pour ses partenaires. Là où les Occidentaux lient souvent leurs aides à des conditions politiques. Démocratie, droits de l'homme. Voilà. La Chine, elle, propose des accords basés sur les intérêts mutuels, principalement économiques, sans se mêler du régime politique en place. Pour beaucoup de pays du Sud global, c'est une offre très, très attractive. Donc, des deux côtés, on a un retour décomplexé des politiques de puissance. Totalement assumé. Et c'est là que ça devient fascinant quand on regarde les outils de chacun. Le texte parle d'un duel asymétrique. Oui, ils ne se battent pas avec les mêmes gants. Côté américain, il y a la supériorité militaire écrasante, avec un budget de défense qui, je cite, frôle le billion de dollars. C'est astronomique. Mais l'arme la plus redoutable, c'est peut-être l'usage stratégique de la régulation. C'est un point absolument central. L'extraterritorialité du droit américain, les sanctions, les contrôles à l'exportation, tout ça, ce n'est plus du commerce, c'est de la politique étrangère. C'est qu'une forme de guerre économique, en fait. Permanente. L'objectif est limpide, freiner la Chine en ciblant ses points névralgiques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle. Washington cherche à contrôler les carrefours de la technologie mondiale. Mais cette stratégie, elle n'est pas sans risque. J'ai l'impression qu'il scie un peu la branche sur laquelle tout le monde est assis, y compris eux-mêmes. C'est exactement le danger que l'analyse met en avant. En politisant les chaînes d'approvisionnement, Washington pourrait, sans le vouloir, accélérer leur configuration. Comment ça, Sully? À force de menacer de tout couper, on incite les autres à trouver des alternatives. La Chine, mais pas seulement. On les pousse à créer leurs propres écosystèmes. Et à terme, en voulant maintenir son contrôle, l'Amérique pourrait paradoxalement réduire son influence. Et la stratégie chinoise, en face de ça, elle est décrite comment? En 3 mots, profondeur, patience et systématicité. C'est l'esprit du jeu de Go, pas du poker, pas de coup d'éclat. Non, des pions qu'on avance méthodiquement. D'abord, ils exploitent leurs avantages. L'exemple le plus fou, c'est leur quasi-monopole sur les terres rares. Indispensable à notre transition numérique et énergétique. Exactement. C'est un levier de pression énorme. Et ensuite, ils misent sur une innovation massivement pilotée par l'État, avec un but simple, réduire leur propre vulnérabilité.
devenir autosuffisant. Ok, donc on a ces deux titans, et au milieu, il y a l'Europe. L'analyse dit qu'elle est dans une position inconfortable. C'est un bel euphémisme, non? Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. L'Europe est prise en étau. D'un côté, une dépendance quasi totale au parapluie sécuritaire américain, Surtout depuis la guerre en Ukraine, c'est un fait. et de l'autre, cette aspiration à une autonomie stratégique. Une aspiration encore très très théorique. Parce que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Voilà. Est-ce une autonomie avec les États-Unis ou par rapport à eux? Ce flou est au cœur du dilemme. Et à Washington, ils voient ça comment, cette ambition européenne? On imagine qu'ils ne sont pas ravis. Avec une énorme ambivalence. C'est jugé utile quand ça permet de renforcer le camp occidental. Une Europe qui investit dans sa défense, c'est bien. Mais Mais ça devient tout de suite suspect dès que l'Europe menace de s'écarter des priorités américaines. Par exemple sur la régulation du numérique ou la politique commerciale envers la Chine. il y a une ironie mordante là-dedans, que le texte doit souligner. Oui, les États-Unis reprochent tout le temps à l'UE son excès de régulation. Mais en même temps, Washington exerce une pression constante pour que l'Europe aligne ses choix industriels sur les leurs, pour exclure Huawei par exemple. Donc l'Europe évolue dans une zone grise? Un espace d'incertitude permanent, où chaque pas vers plus d'autonomie est vu par son principal allié comme un risque géopolitique. Pour mieux comprendre cette dynamique de tension, l'analyse fait un parallèle avec le piège de Thucydide. C'est une référence qui revient souvent, mais c'est peut-être bien de la réexpliquer. Oui, le concept vient de l'historien grec Thucydide. L'idée est simple. Un risque majeur de guerre apparaît quand une puissance montante, à l'époque Athènes, aujourd'hui la Chine, menace de détrôner la puissance dominante. Sparte hier, les États-Unis aujourd'hui. C'est ça. Et le plus dangereux, ce n'est pas tant l'agressivité du nouveau que la peur de l'ancien. La crainte du déclassement qui le pousse à des actions de plus en plus fermes. Et si on applique ce schéma vieux de 2500 ans à aujourd'hui, le champ de bataille, lui, a radicalement changé. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, le terrain de confrontation, il est technologique et économique. L'économie est devenue le principal échiquier géopolitique. Et les pièces maîtresses, ce sont l'IA, l'informatique quantique, la 5G. Le document est très clair là-dessus. Ce ne sont plus de simples outils, ce sont des multiplicateurs de puissance. Celui qui contrôle ces technologies contrôlera le monde de demain. On est donc bien entré dans une guerre froide numérique. Une guerre froide numérique où les deux camps ont des forces différentes, j'imagine. Toujours ce duel asymétrique. Les États-Unis ont une avance dans certains segments de pointe, grâce à leurs géants de la tech, mais la Chine progresse à une vitesse folle. Avec une autre stratégie. L'application à grande d'échelle, la collecte massive de données pour ces IA, une politique de brevets agressive. Et toujours son contrôle des matières premières. Et tout ça nous ramène à notre date lie, 2026. L'analyse pointe en événements précis, les élections de mi-mandat aux États-Unis, en novembre 2026. Pourquoi cette date est-elle si importante? Parce qu'elle pourrait figer l'orientation de la politique américaine. Deux scénarios sont esquissés. Le premier, une victoire républicaine, type Trump, qui entraînerait un durcissement quasi certain face à Pékin. Plus de protectionnisme, de restrictions. Voilà. Le second scénario, un basculement politique, pourrait amener une approche un peu plus pragmatique, cherchant peut-être à ouvrir certains dialogues. Mais sur le fond, la rivalité, elle, resterait la même. C'est le point crucial de l'analyse. Dans les deux cas, ce ne serait qu'un ajustement de tempo et de méthode. La rivalité structurelle, elle, est tellement ancrée qu'elle resterait intacte. Le consensus à Washington est total là-dessus. Et pendant ce temps, que fait Pékin? Ah, Pékin ne reste pas du tout passif. Fidèle à sa stratégie, l'expansion continue, mais avec des instruments plus souples. C'est-à-dire? L'élargissement des BRICS, les partenariats en Asie, en Afrique, les investissements via les nouvelles routes de la soie. C'est une stratégie d'influence patiente. Il y a une phrase qui m'a marqué. L'influence chinoise ne se déploie pas dans le fracas, mais dans la durée. On le voit avec Taïwan. Parfaitement. La pression est maximale, mais toujours calculée pour ne pas provoquer d'escalade incontrôlable. C'est une stratégie d'usure. Alors, au final, que retenir? La conclusion, c'est que l'issue de cette compétition reste ouverte. Et elle ne se jouera pas seulement sur la puissance militaire ou le PIB. Non, c'est plus subtil. La victoire, si on peut parler de victoire, se mesurera à la capacité des systèmes politiques, démocratie libérale contre capitalisme l'État, à s'adapter, à innover, à absorber les chocs. Et au final, à proposer un modèle de société qui soit attractif. Résilient et attractif, non seulement pour ses propres citoyens, mais pour le reste du monde. Et c'est là qu'on arrive à une conclusion assez surprenante sur l'Europe. C'est ce que le texte appelle la plus grande ironie potentielle de notre époque. Une Europe qui, sous la pression, parviendrait enfin à surmonter ses divisions.
à parler d'une seule voix. Cette Europe-là pourrait jouer un rôle bien plus important que sa puissance brute ne le laisserait penser. Pas une troisième superpuissance, plutôt un pôle de stabilité, un arbitre en quelque sorte. C'est une perspective assez vertigineuse. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Cette analyse se concentre sur les États, mais on peut se demander quelle est la place des acteurs non étatiques dans tout ça. Hmm. Je pense aux géants de la tech, qui ont parfois plus d'influence que des pays entiers. Je pense aux grands mouvements sociaux ou même simplement à l'opinion publique. Est-ce que ces acteurs peuvent vraiment infléchir cette trajectoire de confrontation? Ou ne sont-ils finalement que des instruments dans ce choc des géants? La question, je crois, reste ouverte.